Bonsoir à tous, très heureuse d'être avec vous en ce dimanche 8 mars sur Monaco Info. Sans tarder, voici les titres de l'actualité. Les femmes à l'honneur aujourd'hui, plusieurs actions avaient lieu en principauté. Du karting à la course à pied, les féminines s'expriment à travers le sport. Le docteur Bruno Taillant sera notre invité pour parler sensibilisation en ce mois de mars dédié au cancer colorectal. Nous recevrons ensuite Jacques Kirmabon de l'Institut audiovisuel pour découvrir le prochain film à l'affiche du Théâtre des Variétés. Il s'agit d'un classique sur la vieillesse d'acteurs en maison de retraite. Je ne vous en dis pas plus. Mais d'abord, des nouvelles des dernières personnes bloquées au Moyen-Orient. Elles sont arrivées en principauté et ont pu retrouver leurs proches. C'est ce qu'indique le gouvernement princier via un communiqué ce soir. L'exécutif se félicite d'avoir pu assurer le rapatriement des ressortissants monégasques au Moyen-Orient. Isabelle Béraud-Amadei, conseiller ministre des Relations extérieures et de la coopération, ainsi que Benjamin Valli, directeur des relations diplomatiques et consulaires, devaient accueillir le groupe. Nous y reviendrons en détail demain. En sport, première course, premier podium pour Charles Leclerc. À Melbourne, le Monégasque a décroché la 3e place à l'occasion du premier Grand Prix de la saison de Formule 1. Parti 4e, le pilote Ferrari s'est même retrouvé leader juste après le départ, mais c'est finalement George Russell qui remporte le Grand Prix d'Australie devant son coéquipier Mercedes, Kimi Antonelli. Lewis Hamilton lui termine 4e, juste derrière Charles Leclerc, un top 4 qui promet une belle bataille entre les deux écuries en 2026. De son côté, en Californie, Valentin Vachereau est venu à bout cette nuit du Portugais Nuno Borges en 2 manches, 7-5, 7-5. Le Monégasque rejoint les 16e de finale du Masters 1000 d'Indian Wells où il retrouvera le numéro 12 mondial Casper Ruud, un match programmé demain soir. En basket, la Roca Team recevait Cholet hier soir dans le cadre de la 21e journée de Betclic Elite. Toujours leader en championnat, les Monégasques avaient à cœur de balayer la défaite de jeudi face à Fenerbahçe en Euroleague. Eh bien, ils ont parfaitement réussi leur pari en dominant leur adversaire dans quasiment tous les cartons pour s'imposer 89-79. En conférence de presse, l'entraîneur remplaçant Sergei Gladir et le pivot Kevarius Ice sont revenus sur la performance du soir et l'absence de Vassilis Spanoulis sur le banc. Bon, Eli, c'est Eli. Il est un grand talent. Il est capable de scorer 21 points, même en 15 minutes. Vous savez depuis longtemps que Eli Okobo est comme ça. Il a montré aujourd'hui encore une fois. C'est tout. I say tonight was very important for just us kind of finding a rhythm, playing together again, and also kind of like lift morale. Dropping some games in the EuroLeague, we really need some stints where we see how good we can be on defense, even and how good we are on offense. It was a bit of a surprise. I understand that, you know, everyone knows now the club is going through some financial issues, and he's even, you know, told us about it and from his side, and I just feel like with just the way the energy has been, and I felt like he needed to take some time, you know, to invoke his right to step away, and we're just waiting to see what he decides to do next. Des propos recueillis par Gaëtan Lebrun et Marie-Ève B. Le 8 mars, nous célébrons la journée internationale des droits des femmes. La piste de karting du Box 98 est donc devenue 100% féminine ce dimanche. Des femmes jeunes et moins jeunes se sont affrontées cet après-midi lors du Monaco Speed Queen Kart Trophy. Théo Schumer et Alexandra Paolini. 2, 1, c'est parti! L'Automobile Club de Monaco s'est emparé de la Journée internationale des droits des femmes en créant pour la toute première fois un trophée de karting 100% féminin, le Monaco Speed Queen Kart Trophy, une compétition organisée en partenariat avec le Box 98 et sur son circuit. Je voulais montrer que le sport automobile c'est pour tout le monde et c'est très amusant quoi. Particulièrement les personnes qui ne sont jamais conduites, elles avaient vraiment peur les débuts, mais après les premiers 2-3 tours, elles avaient vraiment envie de retourner, de refaire, de remélier le temps. Alors oui, super ambiance.
La compétition est amateur, elle rassemble des filles et des femmes de tous âges, de tous horizons, passionnées ou non. Entre 10h et 14h, les participantes, réparties dans les catégories Kids, Junior, Senior et Masters, ont joué la course contre la montre en 2 sessions de 8 minutes chacune. Les 3 pilotes les plus rapides de chaque catégorie se retrouvent ensuite en super finale pour tenter de décrocher le titre de Speed Queen. Faisant partie aussi de la commission des femmes à l'Automobile Club, pour moi c'était évidemment une évidence de venir aujourd'hui, de profiter de ce bel événement et d'essayer de faire un petit peu parler de la position des femmes dans le sport auto parce qu'on est nombreuses et on a la niaque. Moi j'ai eu 2 séances pour essayer de faire un temps chrono, donc ça s'est plutôt très bien passé et on va voir les résultats, mais théoriquement il y a la course donc, en début d'après-midi avec toutes les catégories adultes et on va bien voir ce que ça va donner. Et pour soutenir les pilotes, des invités VIP étaient également présentes, parmi lesquelles Ella Hakkinen, la fille du double champion du monde de F1 du siècle dernier, Mika Hakkinen, elle-même admise en novembre dernier dans le programme de développement de l'écurie McLaren. I'm here to support the females. It's Women's Day, so it's nice to be here and to see people driving. I'm also here driving and it's fun and it's a really nice event what everybody has put together. Un nouvel événement qui aura donc permis aux participants de passer un bon moment et de montrer que même les milieux d'ordinaire très masculins ont aussi leur championne. Et oui, bravo à elle et aussi aux 80 courageuses et courageux qui ont enfilé leurs baskets et se sont réunis pour courir 8 km aux côtés du Monaco Run Club ce matin afin de marquer cette journée. Un événement auquel se sont associées les Sœurs de route. Le récit de Gaëtan Lebrun sur les images d'Alexandra Paolini. Basket aux pieds, sourire aux lèvres, plusieurs dizaines de participants se sont retrouvés pour une course pas comme les autres. À l'initiative de l'association Sœurs de route et du Monaco Run Club, un parcours de 8 km ouvert à toutes et à tous pour célébrer l'engagement des femmes à travers le sport. Sœurs de route, en fait, c'est une association qui promeut les femmes dans le sport, tel que le rallye, donc le sport automobile. Et pourquoi la course ? Parce que c'est un sport. Donc aujourd'hui, 8 km pour le 8 mars. Parce qu'on a envie de dire que c'est la journée internationale des droits des femmes. Normalement, les droits des femmes, c'est tous les jours. Mais c'était aussi la symbolique de dire que on a participé au rallye Aïcha des Gazelles. Et aujourd'hui, le jour de la journée internationale des droits des femmes, on annonce qu'enfin on a pu reverser 1 000 € à l'association France Sclérose en plaques. C'était important pour moi de participer, de faire un don pour les sponsoriser. Surtout en tant que femme et surtout pour aider à la recherche de la sclérose en plaques. Une matinée sportive et engagée pour rappeler que solidarité et sport peuvent aussi faire avancer les causes. Tout autre chose à présent, saviez-vous que ce mois de mars était le mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal ? Cette maladie est la 2e cause de cancer mortel en France, avec 45 000 nouveaux cas et 17 000 décès chaque année. Pourtant, détecter tôt ce cancer se guérit 9 fois sur 10. Le docteur Bruno Taillant, responsable du Centre monégasque de dépistage, nous explique l'importance du dépistage dans le cadre de l'opération Mars Bleu. Il est interviewé par Théo Schumer. Docteur Bruno Taillant, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence sur Monaco Info ce soir pour évoquer ce grand sujet de santé. D'abord, pour bien comprendre de quoi on parle concrètement, qu'est-ce que le cancer colorectal ? Comment se caractérise cette tumeur ? Le cancer colorectal, c'est quand même la 2e cause de cancer. On a à peu près 45 000 cas de nouveaux cancers en France. Je parle en France, bien sûr, par an, et 17 000 morts. Donc c'est un problème de santé publique, tant chez l'homme que chez la femme. Et puis surtout, c'est un cancer qui évolue très lentement. Et avant qu'il se manifeste, il est précédé par une longue période silencieuse. Et c'est dans cette période-là qu'il faut agir, qu'il faut dépister, afin de prévenir l'apparition de cette maladie, qui reste une maladie quand même dramatique au stade évolué, puisque tout venant, moins de 60% des gens sont en vie à 5 ans, moins de 15% des gens qui sont diagnostiqués au stade métastatique, alors que si on diagnostique ce cancer à une phase précoce, près de 90% des gens sont guéris. Donc d'où l'intérêt de cette prévention. Vous avez parlé des hommes et des femmes, il y a une différence là aussi dans les personnes atteintes ?
Il y a une différence. Les femmes sont un tout petit peu moins atteintes parce que les femmes, en fait, bénéficient beaucoup mieux du dépistage et les femmes sont beaucoup plus sérieuses dans leur prise en charge. Mais il y a deux types de prévention dans ce cancer. Il y a la prévention primaire qui repose sur nos modifications comportementales, sur les modifications habituelles dans tout cancer, mais la diététique avec les régimes sans fibres, à ne pas abuser de viande rouge ou de charcuterie, contrôler son poids, avoir une activité physique régulière et surtout ne pas fumer. Et la prévention secondaire qui repose essentiellement sur ce fameux test qu'on appelle le test FIT, c'est-à-dire un test immunologique qui à l'heure actuelle est extrêmement sensible, extrêmement spécifique et permet d'éviter un grand nombre de cancers. Alors justement, on sait que le cancer colorectal peut se soigner dans 9 cas sur 10, mais l'essentiel est de se faire dépister suffisamment tôt. Expliquez-nous un peu plus en détail pourquoi. Si vous voulez, le cancer colorectal apparaît en règle générale après une longue période d'évolution de ce qu'on appelle le polype. Le polype est une lésion précancéreuse qui va évoluer de façon sans symptômes pendant une longue période, 5, 10, 15 ans. Et en fait, cette lésion précancéreuse, elle va saignoter et donc on va pouvoir mettre en évidence cette lésion en faisant simplement un test de recherche de sang dans les selles qu'on appelle le test FIT. Et en l'absence de facteurs de risque particuliers, en l'absence d'antécédents de maladies cancéreuses, en l'absence d'antécédents de maladies inflammatoires du tube digestif comme la maladie de Crohn, ce test doit être fait entre 50 et 80 ans, tous les 2 ans. C'est un test qui est extrêmement spécifique, qui est extrêmement sensible. Et bien sûr, la positivité du test ne veut pas dire qu'on a un cancer, mais la positivité du test va alors imposer une coloscopie qui va mettre en évidence un polype ou toute autre lésion. Et ces lésions, à un stade précoce, vont pouvoir être traitées soit par méthode endoscopique en direct, soit par méthode chirurgicale. Et si on se fait dépister un peu plus tard, justement, trop tard même, est-ce que le traitement est toujours possible ? C'est jamais trop tard pour se faire dépister, mais un dépistage régulier est le gage d'une prévention correcte. C'est-à-dire que si on se fait dépister trop tardivement, on a un risque que la maladie d'une maladie locale ait une évolution loco-régionale, voire métastatique. Et à ce moment-là, bien sûr, le traitement est beaucoup plus compliqué. Un diagnostic précoce de cancer colorectal, c'est 90% de guérison. Un diagnostic tardif, ça peut être moins de 15%. D'où l'intérêt d'un test. Surtout, c'est un test qui est gratuit, c'est un test qui est anodin. C'est un test qu'on fait tranquillement à la maison au moment où on le veut. Il suffit de le renvoyer par la poste, tout est prévu et on a le résultat en règle générale au bout d'une semaine à 14 jours. La médecine ne manque pas vraiment de moyens, mais l'essentiel, c'est vraiment d'axer sur la sensibilisation. C'est vraiment le message que vous souhaitez passer. C'est ça, on ne manque pas de moyens. Actuellement, le test de dépistage, c'est à peu près 30% de la population. Il faudrait qu'on arrive au moins à 60% de l'ensemble de la population pour avoir une efficacité significative dans la lutte contre ce fameux cancer. Ça fait 20 ans que la principauté s'engage justement sur cette question. Est-ce qu'il y a un moment clé de cette campagne de sensibilisation que vous aimeriez faire connaître au public? Un dernier message peut-être à faire passer? Que vous êtes bien informés puisque le Centre monégasque de dépistage fête ses 20 ans de dépistage dans le cancer colorectal. On a fait depuis 20 ans 26 000 dépistages, dont 850 positifs. Ça ne veut pas dire 850 cancers, ça veut dire 850 positifs. Et simplement faire passer au grand public que ce dépistage, il faut le faire. Votre médecin généraliste est compétent pour vous faire ce dépistage. Le Centre monégasque de dépistage est ouvert tous les jours pour vous fournir le kit de dépistage. Et sincèrement, c'est un cancer vraiment, on n'a pas le droit de ne pas se faire dépister. Et c'est le message à retenir. Merci beaucoup, Dr Bruno Taillant, directeur du Centre de dépistage de Monaco, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur notre antenne à l'occasion du début de la campagne Mars Bleu. Merci à vous. Et les fans de l'AS Monaco FC étaient au rendez-vous. Norbert et Julien Siri ont siégé à la FNAC de Monte-Carlo hier après-midi. Père et fils y ont dédicacé la 3e version de leur encyclopédie du club de la Principauté. Publiée 20 ans après la première, cette édition retrace l'histoire de l'AS MFC de 1848 à nos jours avec son lot d'anecdotes, d'images d'archives exceptionnelles et de témoignages. Des anciens rouges et blancs étaient également présents, à l'image de Jean-Luc Ettori ou encore Valère Germain. Bref, ce livre, c'est une véritable histoire de famille qui se partage, comme l'a très bien expliqué Julien Siri au micro de Théo Schumer.
L'aventure d'Agemou Nego, elle a commencé en fait en 98 avec la toute première version, suite aux 50 ans de professionnalisme de l'AS Monaco. Et c'est vrai que là, on en est à la 3e édition. Et puis, on voit l'engouement continue. Là, on vient d'arriver. On va voir comment l'après-midi à la FNAC se passe. Mais c'est vrai que c'est agréable parce que directement, les gens viennent nous parler d'anecdotes qu'ils ont, de « Ah, vous vous souvenez de ce match ? Ah, je me souviens ». Et puis souvent, c'est des gens qu'on connaît, qu'on voit aussi quand on va au stade, tout simplement, puisqu'on est des supporters de la première heure, donc on va bien entendu toujours au stade. Mais tout ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, ils peuvent nous donner aussi une anecdote qui pourra peut-être servir, on verra à la prochaine version. Ou alors là, je lance peut-être un appel, justement, s'il y a des gens qui connaissent d'anciens joueurs, qui ont des numéros de téléphone, des choses comme ça, on est bien entendu preneur pour pouvoir les interviewer aussi pour une éventuelle prochaine version. Qu'avez-vous prévu mardi soir? Si votre agenda est vide, allez donc voir ou revoir La fin du jour de Julien Duvivier. Le film est projeté au Théâtre des Variétés par l'Institut audiovisuel de Monaco. Son programmateur associé, Jacques Kermabon, est aux côtés de Fabien Bonilla. Jacques Kermabon, bonsoir. Bonsoir. La fin du jour, c'est le titre du film dont on parle. C'est un film de 1938. Eh bien justement, de quoi parle ce film? Alors La fin du jour, c'est un film sur les comédiens. Ça se passe dans une maison de retraite de comédiens, dans lequel arrive Louis Jouvet, qui interprète un personnage assez antipathique. C'est un acteur connu, mais un peu mythomane. En fait, en même temps, ils sont tous cabots. Voilà. Mais il arrive, mais c'est un grand séducteur. Donc, il arrive au milieu de cet aéropage de comédiens et de comédiennes à la retraite, avec certains qui l'admirent et le jalousent. C'est le cas du personnage interprété par Michel Simon, qui est un acteur raté, qui n'a jamais eu le grand rôle qu'il espérait. C'est un rôle de composition pour le coup. C'est un rôle de composition parce que c'est un des plus grands acteurs du cinéma français. Il est capable de faire un mauvais acteur, il était capable de tout faire. C'est quelqu'un d'étonnant. Je me souviens que, je ne sais plus qui avait dit ça, que quand il entrait sur scène, on a l'impression qu'il en sortait. Tellement il était naturel, que ça semblait être la vie même. Et puis il y a Victor Franssen, qui était un acteur un peu oublié aujourd'hui, qui jouait souvent des rôles un peu sérieux, de personnages tourmentés, Et lui, Victor Franssen interprète un acteur, donc lui aussi à la retraite, lui aussi dans cette maison, mais qui a perdu sa femme, qui s'est suicidée à la suite d'une liaison qu'elle a eue avec le personnage interprété par Louis Jouvet, qui est un grand séducteur. Voilà, comme ça. Et donc il lui en veut à mort. Donc évidemment, il voit d'un très mauvais œil l'arrivée de Jouvet dans cette troupe. Et il y a aussi des femmes, des comédiennes, dont une qui a eu une liaison, la plupart sont admiratives, béates devant Jouvet, qui a encore son charme malgré l'âge de la retraite, dont une interprétée par Gabrielle Dorzia, je pense que c'est une comédienne très connue pour l'époque. Beaucoup de second rôle. Absolument. Qui elle-même a eu une liaison avec lui et qui s'en souvient évidemment avec beaucoup d'admiration, et même un enfant. Mais lui, il la reconnaît à peine. C'est-à-dire qu'il a oublié, voilà le genre de personnage. C'est-à-dire qu'il a eu plein de conquêtes, il les a oubliées, c'était que des choses superficielles, alors que les autres ont investi un personnage qui vit pour lui, un peu égoïste. Complètement égoïste, assez ignoble, il faut le reconnaître. C'est projeté dans le cadre de Monaco en film. Alors il y a des scènes qui sont tournées à Monaco. Qu'est-ce que l'on peut découvrir ? Alors finalement, peu de choses sur Monaco, c'est-à-dire que Sinclair, donc interprété par Louis Jouvet, est quelqu'un qui a eu une grande vie, mais qui a l'habitude de dilapider son argent, et puis il fait un héritage miraculeux, et comme il a plein d'argent, il dit « je vais aller à Monaco ». Et donc il rappelle son serviteur zélé qui vient avec son frac et une voiture, je ne sais plus ce que c'est, une grosse voiture de genre Rolls ou quelque chose d'approchant. Et hop, ils partent à Monaco, ils mènent la grande vie, hôtel de Paris, casino. Ça a été vraiment tourné à Monaco. Il y a des scènes tournées, les extérieurs. Il y a quelques scènes d'extérieur devant le casino, l'arrivée à Monaco, quelques plans comme ça, puis après les intérieurs sont en studio, mais voilà, il y a quelques plans. Bon. Alors, évidemment, qu'est-ce qui se passe au casino ? On perd, et il repart sur une charrette. Pour finir, qu'est-ce qui vous plaît dans ce film ? Qu'est-ce qui fait le charme de ce film au point d'avoir voulu comme ça le programmer ? C'est-à-dire que
c'est un film, bon, il y a Monaco, donc on montre chaque année un film qui a rapport avec Monaco. Le plaisir qu'on a, c'est le plaisir de retrouver les acteurs, enfin la pléiade d'acteurs, c'est ce qu'on a dit, c'est essentiellement ça. Jouvet, Michel Simon, il y a François Perrier aussi dans un de ses premiers rôles qu'on aperçoit, qui joue un rôle de chef scout. Donc ça, il y a des moments comme ça avec Michel Simon qui sont très, très, très touchants, très réussis. Allons voir donc la fin du jour. Merci Jacques. Merci à vous. Vous vous souvenez, tu es mon premier amour. Allez, c'était dans quelle pièce? J'ai eu du talent et pas de succès. Il y a tant de gens qui ont du succès et pas de talent. L'abbaye, pour vous deux, c'est le seul refuge. Ah, le théâtre, quelle vie, hein? La vie, quel théâtre. Vos corps des lettres de femme. Sentez. Ça doit être moche de vieillir. Le tout est de ne pas se laisser faire. Regarde, moi j'ai 20 ans. Il est pareil à peine. Vous savez que notre fondation bat de l'aile depuis quelques années. Cette fois, nous sommes à bout. Nous fermerons l'abbaye. Et les vieux, où iront-ils? Ce n'est pas possible. On ne peut pas nous faire ça à nous. Estimez-vous heureux qu'on ne vous jette pas à la rue? Bon, la direction pour nous, c'est Monte-Carlo. Rien ne va plus. La tapisserie de Follon de l'auditorium Régnier 3 se refait une beauté. En attendant sa restauration, 2 jeunes artistes, anciens élèves du pavillon Bozio, ont donné vie à une œuvre monumentale pour la remplacer momentanément. Christine Petit-Homel a recueilli plus de précisions auprès de Françoise Gamerdinger, directeur des affaires culturelles. Nous avons pensé, puisqu'à la fois nous avons également repeint tous les murs de l'auditorium et décroché ces photographies qui font partie d'un fonds de collection que possède la direction des affaires culturelles, fonds de collection qui avait été offert par Bob Martin, qui était à la fois photographe mais aussi contrebassiste à l'orchestre et qui, durant 30 ans, a passé sa vie non seulement à jouer pour les concerts, mais également à immortaliser les moments forts de notre ensemble philharmonique, mais et plus particulièrement tous les maestros qui sont venus diriger. Alors vous avez fait appel au pavillon Bozio pour la scénographie. Alors deux anciens élèves qui sont désormais artistes, qui ne sont plus étudiants, donc ils sont confirmés. Nous avons Théophile Sargenti et également Maeva Luchiwang qui ont œuvré, qui se sont mis dans l'histoire de l'orchestre et qui ont souhaité interpeller le public, puisque auparavant ces photos étaient accrochées de manière linéaire. Et maintenant, le public est obligé d'être un petit peu plus attentif, découvre plus facilement aussi les grands noms, puisqu'ils sont en toutes lettres sur un côté de la paroi, et de suivre jusqu'à la photo. Donc il y a aussi un petit jeu de retrouver noms et représentations. Et je pense que également tous les musiciens de l'orchestre sont ravis de cette mise en valeur de tous les grands chefs qui les ont dirigés jusqu'à présent. Et une fois que la tapisserie retrouvera sa place, que va devenir cette œuvre ? Eh bien, nous sommes actuellement déjà en réflexion pour la placer dans un autre endroit de l'auditorium, mais qu'elle reste au sein de la maison de l'orchestre. Avant de refermer ce journal, nous souhaitions vous partager ces quelques images du palais princier illuminé en bleu hier soir, un symbole fort à l'appel d'Interpol à l'occasion de la journée de commémoration des policiers décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi s'achève cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Dans un instant, les prévisions météo de Théo Schumer. Vous retrouverez demain aux commandes de votre 19h Fabien Bonilla. Et pensez à aller écouter le nouveau podcast Monaco Info consacré ce lundi à Béatrice Fresco-Rolfo, élue du Conseil national engagée pour la protection des droits des femmes et des enfants. Très belle soirée et bonne semaine.
bonsoir à tous et bon dimanche avec nous. La journée n'a pas été très agréable, il a fait gris et malheureusement ça va encore se poursuivre. Il faudra attendre un petit peu plus longtemps pour voir réapparaître le soleil. Demain, vous commencerez la semaine sous un voile nuageux très dense, mais quelques éclaircies pourraient tout de même faire leur apparition dans l'après-midi. En revanche, le vent va venir nous embêter avec des rafales jusqu'à 45 km/h. Ça reste léger, mais à noter. Côté température, on sera sur 12 degrés le matin et 16 degrés l'après-midi. Pour du mauvais temps, c'est quand même pas mal. Ce 9 mars, vous penserez à souhaiter une bonne fête aux Françoises de votre entourage. Allez, belle soirée avec nous et très bonne semaine à Monaco.